La Coupe du Monde 2026 se poursuit au Mexique, au Canada et aux États-Unis avec déjà des surprises dans les matchs disputés. Le Maroc arrache le point du nil face au Brésil, un but partout. Les États-Unis écrasent le Paraguay. 4-1. La Côte d'Ivoire est le pays africain, le premier pays africain à s'imposer dans cette Coupe du Monde. 1-0 devant l'Équateur grâce au Mancunien Amad Diallo. Nous allons analyser ces matchs et les affiches à venir. Tennis de table, School projette cible les jeunes talents togolais. L'apothéose du projet ITTF School Project 2026 est connue ce 13 juin à Lomé. Voici pour les titres de cette nouvelle édition du MAG des Sports. Pour les analyses, nous recevons Latif Yourouma. Il est journaliste sportif, rédacteur en chef de la radio Dinan. Il est également animateur de l'émission Plateau Foot Europe sur la radio Sport FM. Bonjour Latif. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous les internautes. Et j'espère que le week-end s'est bien passé. Bon, week-end chargé, vous savez, la Coupe du Monde. Oui, il faut suivre les matchs, il faut les analyser, il faut aussi les tâches quotidiennes, il faut assurer les reportages. Oui. Bon, le sportif ou sinon le journaliste sportif a toujours des week-ends chargés. Oui, voilà, mesdames et messieurs, je suis Michel Djamissi, le MAG des Sports, c'est parti. Allez, de retour au plateau et nous allons démarrer ce MAG des Sports avec le tennis de table. Après 3 mois d'apprentissage et de découverte de tennis de table en milieu scolaire, le projet ITTF School Project 2026 a connu son apothéose le samedi 13 juin 2026 à Lomé et porté bien sûr par la Fédération togolaise de tennis de table. Ce programme pilote a permis d'initier une quarantaine d'enfants de 3 établissements scolaires aux fondamentaux de cette discipline. À l'issue de cette première phase, plusieurs jeunes talents ont été détectés par la Fédération et qui envisagent d'étendre davantage le projet pour l'ensemble du territoire. Pour vous passer donc la parole, Latif, nous allons d'abord écouter le DTN, le directeur technique national de la Fédération togolaise de tennis de table, Amédée Ama. C'est un projet scolaire qui vise le développement du tennis de table à l'école primaire. C'est un projet que la Fédération togolaise de tennis de table a initié. Ça fait pratiquement des années qu'on est sur ce projet, mais Dieu merci, cette année, la Fédération internationale nous a accompagnés et en ce sens, nous avons mis en place ce projet. Donc pour ce premier projet, nous avons 3 établissements cibles, à savoir Floris les Roses de Kogan, Petit Prince de Baie, et puis quand j'ai la Nassigbe, il y a des écoles primaires qui est au niveau du lycée de Tokoin. Donc c'est les 3 établissements cibles sur lesquels on a fait notre évaluation. Partant de là, ce projet sera élargi sur d'autres établissements la saison prochaine. Disons que nous avons mis 3 mois à initier les enfants à la pratique du tennis de table. Dans ces différentes séances, nous leur avons donné les bases clés de tennis de table, à savoir comment faire un service, comment jouer au coup droit et revers, déplacement, ainsi de suite. Ce qui permet maintenant aux enfants de s'améliorer et de pouvoir pratiquer le tennis de table en tous les milieux où ils seront. Voilà, Amédée Ama, le directeur technique de la Fédération togolaise de tennis de table, Latif Yourma, 3 mois pour former ces enfants de l'école primaire sur les fondamentaux de tennis de table. Ça vous dit quoi? Oui, c'est des projets en tout cas porteurs. Vous savez, beaucoup sont ces jeunes qui n'ont jamais eu la chance de côtoyer, bien de toucher du doigt ce qu'est le tennis de table. Vous savez, il y a le tennis classique qui se joue, que peut-être les enfants voient souvent à la télé, mais le tennis de table, c'est une discipline qui n'est pas tellement en vogue dans nos pays. Dans nos pays, on sait que oui, en Europe, à l'international, ça se joue, mais vous savez, même à l'international, le tennis classique est beaucoup plus médiatisé que le tennis de table. Mais c'est quand même une discipline qui fait son trou, qui fait son chemin au Togo, avec des médailles, avec des performances souvent quand le Togo participe à des compétitions. Mais il va falloir à chaque fois renouveler ce qu'on appelle le fichier, parce que tous ceux qui ont fait la gloire de ce tennis-là sont passés, l'autre génération est arrivée. Maintenant, il va falloir aussi commencer par renouveler les jeunes qui doivent arriver. Voilà ce projet qui vient et qui cible les scolaires, 3 établissements.
Vous savez, c'est à raison, hein, lorsqu'on parle de l'EPP Gnassingbé et Yadema, vous savez, le tennis de table se joue au lycée de Tokoin. Enfin, leur QG, c'est au lycée de Tokoin et l'EPP Gnassingbé et Yadema est pratiquement dans la même zone. Et il va falloir aussi faire la part belle à cet établissement. Il y a d'autres établissements qui ont été associés à ce projet. Je pense que c'est une bonne chose et il va falloir aussi implémenter le même projet dans d'autres localités parce que pour l'instant, c'est beaucoup plus à Lomé que le ping-pong se joue. Il va falloir intéresser aussi d'autres zones, Palimé, Atapamé. C'est vrai, parfois, lors des championnats, il y a quand même des rares clubs qui arrivent de ce côté de Kara, mais ce n'est pas encore ça. Il va falloir aller chercher d'autres pépites, on peut les avoir. Et le choix de commencer à la base avec les scolaires, je pense que c'est bien ce que la fédération est en train de faire. Et la fédération qui lance l'opération 1000 tables, qui veut donc offrir des tables de tennis aux établissements. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour vulgariser vraiment cette discipline sur le plan national? Oui, vous savez, il y a certaines disciplines qui n'ont pas besoin d'infrastructures tellement établi. On n'a pas besoin d'un terrain construit avant de jouer au football. Même dans nos maisons, on joue au football. Dans les rues, il faut une brique ou deux briques et puis vous commencez par jouer. Même sur la route des médias Djena ici, les enfants bloquent la route parfois et jouent. On est obligé de concéder parce que c'est cela. Tout le monde a joué dans la rue. Mais ce n'est pas le cas avec certaines disciplines. Le basket ne se joue pas partout. Le volley ne se joue pas partout. Mais au moins le basket, le volley, quand vous allez dans les établissements, vous allez voir des plateformes où sur le même terrain, on peut jouer en même temps le basket, on peut jouer en même temps le volley, des fois le hand également. Dans nos établissements classiques, on l'a vu. Mais moi, j'ai fait plusieurs établissements. J'ai fait le tour un tout petit peu à Sokodé, que ce soit au lycée moderne, au lycée technique, au lycée Tchamba, je suis à Lomé, même dans nos universités, difficilement de savoir d'ailleurs ce qu'on appelle une table de tennis de table. C'est cela en réalité. Tennis de table, on se dit c'est quoi? Le ping-pong, c'est quoi? Maintenant, si vous connaissez ce que c'est que le tennis de table, qu'est-ce qu'il faut pour jouer le tennis de table? On n'en a pas. Donc, l'opération 1000 tables, ça rentre dans la ligne droite de la vulgarisation. Il faut aller, lorsqu'on veut parler, par exemple, de la natation aux gens, mais on ne peut pas aller dans un village qui n'a même pas une seule rivière, commencer à parler de natation. Ils vont vous regarder bizarre. Donc, allez parler de tennis de table aux gens, venez avec l'infrastructure qu'il faut, une table, trouver peut-être une petite salle dans laquelle on peut mettre la table et commencer par jouer. Je pense que c'est à raison, cette opération 1000 tables, on peut dire 1000 tables pour 1000 établissements, pourquoi pas? Ça ne tuerait personne. Une table par établissement. Une table par établissement. Si même on peut faire mieux en donnant 2 tables par établissement, pourquoi pas? Voilà donc tout sur le tennis de table, le projet ITTF 2026 pour donc faire connaître le tennis de table aux enfants de l'école primaire. Voilà, nous allons marquer une petite pause et nous revenons pour parler de la Coupe du Monde. Le monde est là. Mondial 2026 avec la diaspora africaine au Togo. Le comité Togo Football Awards et l'agence Africa Promo Football, en collaboration avec la Fédération togolaise de football, facilitent le voyage sur les 3 pays de la compétition, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Depuis Lomé au Togo, les ressortissants des pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 peuvent directement rallier les villes d'accueil de la compétition avec un package assistance complète à des prix défiant toute concurrence. Assistance administrative et visa, transport et logistique aérienne, hébergement et restauration, accès au stade, protection et sécurité sont autant d'éléments que nous vous offrons. Rendez-vous dans nos stands à Hôtel du 2 février de la Fédération togolaise de football et au port autonome de Lomé pour les formalités. Renseignements 90 01 36 50, 90 11 63 63, 99 50 10 05.
Aller à la Coupe du Monde 2026, c'est possible à partir de Lomé. Allez, nous sommes de retour. Vous êtes branchés dans le mag des sports sur le www.radiodiena.tg. Nous allons parler de la Coupe du Monde qui poursuit donc sa course au Mexique, au Canada, aux États-Unis. La poule B était donc à l'honneur depuis le vendredi. La Bosnie-Herzégovine et le Canada ont fait match nul, un but partout également entre le Qatar et la Suisse. Latif Yourma, c'est une poule B un peu serrée. La Suisse que l'on voit favori, mais l'équipe là a été donc tenue en échec par le Qatar. Oui, c'était une surprise, hein. C'était une surprise, mais n'oubliez pas que voilà, le Qatar aussi est en train d'arriver. C'est quand même les pays émergents. Lorsqu'on parle du football, ils ont eu cette chance d'organiser la Coupe du Monde en 2002. Même en 2022. En 2022. En 2022, même si voilà, ça n'a pas. Ils ont été déchantés par les grandes nations. Mais là, quand le Qatar revient et réussit quand même à tenir en échec la Nati, je crois que c'est une grosse performance pour le Qatar. Maintenant, la Suisse, la Suisse, lorsqu'on prend ces dernières années, c'est une équipe qui est en train donc de perdre un tout petit peu en maturité, parce que lorsque vous prenez les dernières coupes ou bien les dernières compétitions, on n'a plus vu la Nati à un niveau de la compétition, et c'est à raison de voir ce qui s'est passé. Mais dans la poule, les cartes sont redistribuées parce que personne n'a gagné et tout est encore ouvert parce que le Canada a été aussi accroché par la Serbie. Moi, je Bosnie. Et par la Bosnie. Oui. Moi, je crois que c'était la petite surprise qui on est passé de près à côté donc d'une surprise, parce que je me dis l'un des pays organisateurs a failli se faire peut-être accrocher. Oui. Ils ont été accrochés, mais a failli donc se faire battre puisque le Canada a été mené avant donc de revenir à la marque. Mais ils ont su revenir, c'est déjà l'essentiel, parce que les autres pays organisateurs ou co-organisateurs ont gagné. Il fallait aussi que le Canada gagne, surtout qu'il y aura peu de compétition là-bas au Canada. Et si le Canada se fait sortir très tôt, je pense que ce ne sera pas aussi bien. Oui. Je le dis comme cela. Et donc, c'est ouvert, hein, un but partout, rien n'est encore joué, rien n'est perdu. Chaque nation aura le temps de se reprendre lors de la deuxième journée. Et voilà, chaque nation donc aura le temps de se reprendre lors de la deuxième journée. Dans le groupe C, c'est le match là que l'on attendait entre le Brésil et le Maroc. Les Lions de l'Atlas qui ont su donc fait un grand jeu, sortir un grand jeu devant la Seleção. L'équipe brésilienne menée, il y a eu l'égalisation. Comment avez-vous trouvé ce match, un but partout entre le Brésil et le Maroc? Oui, le Brésil n'a pas su tenir son rang par rapport à l'histoire. Mais quand vous prenez le classement FIFA, c'est serré. Les deux sélections sont pratiquement au coude à coude. 6 et 7. Voilà, le Brésil 6e, je crois, mondial, le Maroc est 7e. Et c'était un gros duel. Lorsqu'on s'accorde au classement FIFA, le résultat, il est logique. Mais lorsqu'on prend l'histoire, la Seleção, ça fait 5 étoiles contre 0 pour le Maroc. Mais n'oubliez pas que le Maroc était demi-finaliste, on l'a dit sur ce plateau, de la dernière Coupe du Monde, était finaliste ou peut-être vainqueur, c'est selon, parce que le travail, le résultat est encore litigieux. Oui, bien sûr. Et donc, c'est quand même une grande nation désormais qu'est le Maroc. Et on a vu ce qu'on a vu. Les 15, sinon 20 dernières minutes ont été totalement dominées par le Maroc. Moi, j'ai suivi la deuxième partie de ce match. Et j'avoue que l'équipe qui méritait de gagner ce match, c'était le Maroc. Et le Brésil doit quand même se réjouir de ce point du nul et se reprendre, hein, parce qu'il n'y a rien que le Brésil a proposé dans ce match. Il y a eu ce but, d'accord, de Vinicius, mais franchement, il n'y a pas de connexion entre les
les stars brésiliennes, et on critique aussi le choix de départ donc de Carlo Ancelotti, et les joueurs parlent de pelouse trop sèche. Il y a pas, vous savez, souvent il faut arroser les pelouses avant et même pendant le match, quand on sort à la mi-temps, il faut arroser. Mais on parle de pelouses trop sèches qui ne... Voilà, est-ce que ça reste des arguments? Est-ce que de toutes les façons, les Marocains ont aussi joué sur cette pelouse où on a vu une équipe beaucoup plus combative du côté du Maroc? C'est bien de constater quand même que les pays africains, pour l'instant, arrivent tactiquement et techniquement à répondre. C'était le défaut depuis la nuit des temps. C'était les détails sur lesquels l'Afrique perdait ses challenges face aux autres nations. Mais là, lorsqu'on voit une équipe qui répond, vous avez vu Hakimi sur son côté, oui. Il était intraitable. Bono, Yacine Bono qui était... Voilà, oui. Donc, et puis ce beau but-là, marqué par le Maroc, je crois que c'est beau à voir. Maintenant, dans la poule, c'est le Brésil qui était le géant. Oui. Si le Maroc fait jeu égal contre le Brésil, le chemin est bien balisé pour s'offrir... Déjà, l'Écosse a battu l'Haïti 1-0. Oui, voilà. Maintenant, il va falloir aller chercher déjà, parce que je crois que le Maroc doit jouer à Haïti, Haïti. Pour le compte de la deuxième journée. Il faut aller chercher à gagner ce match déjà, mais ne pas prendre de haut. Voilà, Haïti, et être serein, gagner ce match. Une chose est de se qualifier, mais une autre est de bien se qualifier. Oui. Parce que quand vous finissez parmi les... Il faut bien se qualifier pour ne pas tomber sur le gros. Voilà. Quand vous finissez avec les deux tickets qualificatifs directement pour les 16e de finale, c'est mieux que de finir troisième ou bien meilleur troisième et retomber sur des gros. Parce que les géants qui sont un tout petit peu chahutés peuvent à tout moment se reprendre en finissant meilleur troisième. Donc, inutile c'est compliqué, hein, c'est compliqué. On peut aussi être premier et tomber sur un gros qui n'a pas été dans sa forme en poule. C'est toujours mieux de se qualifier en évitant les calculs. Et voilà, dans le groupe D, l'Australie a dominé la Turquie 2-0. La Turquie, depuis un moment... C'est la grosse surprise, en tout cas. Vous savez, oui, l'Australie, depuis un moment, fait du bon travail lorsqu'on parle du football. Dans le temps, lorsque vous prenez ces continents, ce n'est pas aussi cela. Il faut parler beaucoup plus de rugby lorsqu'on prend ces zones du monde. Mais quand vous voyez l'Australie battre 2-0 la Turquie qui, ma foi, aussi revient à la Coupe du Monde depuis, je crois, 24 ans, parce que la dernière Coupe du Monde jouée par la Turquie, c'était en 2002. Souvenez-vous de cette qualification pour les demi-finales de la Turquie. Ils ont éliminé d'ailleurs le Sénégal à l'époque. Mais depuis, la génération des Hakan Şükür est passée. Et voilà, maintenant... C'est une autre génération qui est là, avec le jeune du Real de Madrid, passez-moi le nom, Arda Güler, voilà, qui se trouve être l'une des figures de proue de cette formation, mais tout à l'heure, ou bien d'entrée, déchanté par l'Australie qui a battu donc son sujet 2-0. Je crois, ma foi, que c'est la surprise, hein, parce que beaucoup voyaient la Turquie beaucoup plus favorite dans cette affiche-là. Malheureusement, pour les Turcs, il va falloir chercher à se reprendre lors de la deuxième journée. Voilà, pour les Turcs, il faut donc se reprendre pour la deuxième journée. Et dans le groupe E, l'Allemagne qui a donc fini par battre la formation de Curaçao 7-1. C'est le plus gros score pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Bon, l'Allemagne est coutumier du fait. Vous savez, 7-1, ça nous rappelle le score. Et le score... en 2014, entre l'Allemagne et le Brésil. Le Brésil gagne là. C'était le slogan à l'époque. Voilà. Donc, ils ont remis ça
Ils ont remis ça. Ils étaient passés à un but seulement de rappeler aussi un autre score. Je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui avait pris aussi 8 à la Coupe du Monde. Bon, moi j'ai suivi ce match, il n'y avait rien en face, il n'y avait rien. C'est vrai que Curaçao a marqué ce Curaçao, voilà, Oui, c'est Curaçao. Ils ont marqué un but. Il y a eu d'abord l'égalisation. Bien sûr, ils ont marqué un but, un beau but d'ailleurs. Mais après, bon, voilà, l'Allemagne. On dirait qu'ils ont lancé Caillou au commissariat. Au commissariat, voilà. L'Allemagne est revenue avec des buts. C'était trop facile, hein. Kai Havertz, tout le monde a marqué pratiquement dans cette finale, les Moussiala, tout le monde. Et ils ont, voilà, Nagelsmann a eu le temps de tourner l'effectif, les Rudiger sont rentrés, et chacun a participé à la fête. Et déjà, on s'attend à déjà une finale lors de la deuxième journée entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a battu le Équateur 1-0. C'était vraiment un match très serré jusqu'à la dernière minute où Amad Diallo, le joueur de Manchester United, bien servi par Wifi Singo, sur un bon boulot sur le côté droit, a pu marquer ce but pour arracher les 3 points. C'était vraiment une belle victoire pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Hier, je n'aimerais pas être à la place des Ivoiriens. C'était parce ce matin. que, voilà, bon, le match, on va dire, oui, le match a commencé hier. Ah oui, bien sûr. Et Voilà. a fini ce matin. Donc, vous savez, quand vous jouez contre l'Équateur et que le deuxième match sera contre l'Allemagne, et que vous ne gagnez pas le premier match, déjà dans la tête, vous voyez ce que ça allait donner à Abidjan et dans toutes les autres villes de Côte d'Ivoire. Et ce but qui vient à la 90e minute, c'est comme un trophée gagné, quoi. Franchement, j'imagine la manière dont ils ont célébré comme si c'était comment les Ivoiriens vont célébrer. C'était bien de gagner avant de jouer l'Allemagne. Oui. Parce que sincèrement, je me dis, si la Côte d'Ivoire ne gagnait pas ce match, ça doit être compliqué. Ils n'allaient pas compromettre justement leur situation, mais ils allaient quand même déjà être dos au mur. Parce que l'Allemagne, contre la Côte d'Ivoire, quel que soit, même quand un lion maigrit, il reste un lion. Juste, il faut s'attendre à une surprise. Voilà, l'Allemagne reste l'Allemagne, quel que soit ce qu'on peut dire de l'Allemagne. C'est vrai, la Mannschaft n'est pas citée parmi les favoris à la victoire finale, mais ça reste l'Allemagne. Donc, le fait de gagner contre l'Équateur, qui n'était pas aussi facile à jouer, je pense que ça lâche. Ça lâche une équipe crispée de la Côte d'Ivoire. L'équipe de Côte d'Ivoire, c'est un peu comme le Sénégal, un peu comme la France. Il y a beaucoup de qualités et que l'entraîneur a du mal véritablement. Les Sangaré, Amad Diallo, Amao qui ont débuté sur le banc. Voilà. Donc vous voyez un peu quand l'entraîneur décide, par exemple, d'aligner Eliouaï, qui a accepté d'arriver au dernier moment, mais il a aligné directement. Quand vous prenez les Seko Fofana, qui en réalité n'était plus tellement titulaire, lorsqu'il revient, il prend le risque de l'aligner. Vous voyez un peu, je n'aimerais pas être à la place d'un entraîneur, d'un sélectionneur. Il y a eu le carton jaune très tôt de René Franck Kessié, mais le coach l'a maintenu sur le terrain. Donc, c'est quand même bien de gagner contre l'Équateur, même si c'était à la dernière minute, avant d'aborder le match contre l'Allemagne. Vous comprenez que même en perdant, on ne le souhaite pas, même en perdant contre l'Allemagne, la Côte d'Ivoire aura encore son destin pour jouer contre le tout petit de la compétition. Voilà, dans le groupe F, le match qui a opposé Pays-Bas au Japon, 2 buts partout, c'était vraiment un match indécis. Oui, les Pays-Bas annoncés par je ne dirais pas, je ne sais pas si c'est les astronautes ou les devins annoncés comme le prochain vainqueur de la Coupe du Monde. En tout cas, tenu à l'échec par le Japon. Moi, j'ai aimé l'attitude des Nippons, voilà, parce que à chaque fois ils sont menés, à chaque fois ils sont revenus. En réalité, c'est l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on est un sportif. Et les Pays-Bas,
n'ont pas su, comment on dit, à chaque fois maintenir l'avance qu'ils avaient. Et quand ça commence comme ça, ce n'est pas bien. C'est un peu Liverpool qui s'est retrouvé en réalité au niveau des Pays-Bas, qui en réalité était favori face au Japon. Malheureusement, ça fait 2-2, mais c'est quand même un score, ma foi, logique au vu, quand vous prenez un peu le tableau de bord par rapport à ce qui s'est passé, la réaction des samouraïs à chaque fois. Je crois que c'était bien, ils méritaient quand même le 2-2. Maintenant aux Pays-Bas de se réorganiser pour la suite de la compétition. Et déjà la pression sur ces deux formations, les Pays-Bas et le Japon, c'est que la Suède a atomisé la Tunisie. C'était donc dans la matinée de ce lundi. 5-1, c'était le score entre Suède et Tunisie. Ça ne m'étonne pas. La Tunisie, c'est un qualifié par défaut parce que quand vous voyez un peu, même regarder à la CAN, la Tunisie n'a pas montré grand-chose. Dans les préparatifs, la Tunisie n'a pas montré grand-chose. J'ai suivi un peu le résumé, le grand format de Tunisie-Autriche quand ils ont joué en amical en journée FIFA. L'Autriche qui perd un joueur avant la pause, c'est-à-dire à 10, mais qui bat la Tunisie, ils n'ont rien montré sur le terrain. Donc je crois véritablement que contre la Suède, je ne suis pas étonné par avec rapport les Victor Gyökeres, voilà, les Isaac et tout. Mais écoutez, avec les Isaac et tout, moi je crois que je les voyais peut-être essayer quelque chose, mais moi je n'attendais rien de la Tunisie. Que ce soit n'importe quelle nation, je ne vois pas la Tunisie. Aujourd'hui, les joueurs majeurs, lorsqu'on parle de la Tunisie, on va citer qui? Donc moi, je crois que à chaque fois, c'est un pays qui est habitué aux qualifications de Coupe du Monde. Mais quand la Tunisie arrive à la Coupe du Monde, souvent, ça ne donne rien. Et ils ne vont pas déroger à la règle. C'est à peu près comme la Côte d'Ivoire. Malheureusement. Bon, sauf que oui, la Tunisie a plus de qualifications à la Coupe du Monde que la Côte d'Ivoire. Oui. Souvenez-vous, la première Coupe du Monde ivoirienne, c'était en 2006. Aussi comme les éperviers du Togo. Et donc, la Côte d'Ivoire n'est pas habituée des Coupes du Monde comme d'autres pays. On peut citer le Cameroun, voilà, on peut citer par exemple l'Algérie, qui souvent sont à la Coupe du Monde. Donc la Tunisie est à sa place. Espérons qu'il puisse peut-être se reprendre et espérer, pourquoi pas, gagner des points avant de repartir sur Tunis. Et voilà, c'est donc les résultats des matchs déjà disputés lors de cette Coupe du Monde. Ce lundi, ça se poursuit avec le match Espagne-Cap-Vert dans le groupe H. C'est à 16h00 au stade d'Atlanta. Cap-Vert qui entre en lice face à la Roura. Ce sera très compliqué. Hein? Oui, bon, vous savez, c'est déjà gagné la Coupe du Monde pour le Cap-Vert parce que arriver à la Coupe du Monde, c'était un peu comme dans les conditions des éperviers du Togo quand les éperviers passent devant des nations comme le Sénégal, la Zambie, souvenez-vous à l'époque. Et c'était déjà un trophée pour les éperviers. Et donc, le Cap-Vert, qui c'est, je crois, le deuxième plus petit pays en termes de superficie qui s'est qualifié pour cette Coupe du Monde, avec un effectif très vieillissant, amené par Ryan Mendes, qui est le capitaine et le plus capé pratiquement de cette compétition. Il n'y a pas de joueurs majeurs. Et c'est des joueurs qui évoluent souvent au pays et beaucoup plus au Portugal. Et face à la Roja, en réalité, il n'y a pas match. C'est un peu comme le Barça qui va jouer contre le Cap-Vert. Ah, parce que voilà, le socle de l'équipe espagnole, c'est pratiquement le Barça. Et quand l'Espagne arrive dans la peau de champion d'Europe en titre et d'ancien vainqueur de la Coupe du Monde, je crois que l'Espagne est citée parmi les favoris, il n'y a rien à dire. Face au Cap-Vert, il y aura une résistance, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Le Cap-Vert pourra tenir face quand même aux Aves espagnols. Donc logiquement, il y aura la fibre patriotique
va nous amener peut-être à faire des analyses en disant que oui, le Cap-Vert pourra peut-être créer quoi. Maintenant, peut-être limiter les dégâts, jouer, montrer de l'attitude, même en perdant, parce que c'est ce qu'on n'a pas vu face, par exemple, entre le Mexique et l'Afrique du Sud. On n'a pas vu du caractère, de l'attitude au niveau des Bafana qui ont perdu. On n'a pas senti véritablement aussi d'autres nations qui ont joué, mais c'est ce qu'on veut voir au niveau du Cap-Vert. L'attitude, jouer sans, comment on dit, je ramène toujours l'exemple des éperviers. Quand le Togo jouait son tout premier match, c'était contre la Corée du Sud. Mais les éperviers ont joué libérés. À la mi-temps, le Togo même gagnait 1-0. Et mettre la pression à part et jouer. Il a fallu, comment on dit, le tournant. Oui. Le tournant, le carton rouge de la Ballot d'Ossé et sur la faute, le but, la double sanction pour basculer le match. On peut voir le Cap-Vert dans cette situation, même si je pense que ça sera compliqué en face quand même à l'équipe espagnole. Voilà, Cap-Vert-Espagne, c'est donc ce lundi à 16h au stade d'Atlanta. La Belgique sera face à l'autre nation africaine. L'Égypte, c'est bien sûr le groupe G au stade de Seattle. Belgique-Égypte. Belgique-Égypte, je crois il y a encore un an derrière, la Belgique était première nation au classement. Oui. C'est-à-dire la Belgique a été longtemps... La Belgique a longtemps dominé ce classement. Mais a fini par dégringoler, éjecter même du top 5. Et je crois que l'Égypte, par rapport à son vécu, parce que oui, l'Égypte aussi n'a pas une grosse histoire lorsqu'on parle de la Coupe du Monde. L'Égypte n'a jamais joué, par exemple, le deuxième tour. Bon, dis-moi, c'est les quarts de finale, lorsqu'on parle de la Coupe du Monde, mais quand même reste la nation la plus, non seulement la plus régulière, mais la plus titrée lorsqu'on parle du continent, de la CAN. Et à ce titre, les pharaons pourront quand même regarder dans les yeux donc l'équipe de Rudy et Garcia, le sélectionneur français qui va essayer, ma foi, par rapport au rang, au classement FIFA qui sont devant l'Égypte, qui vont essayer quand même de gagner ce match-là. Mais attention, on verra du côté donc des pharaons, la résistance. Il va falloir tenir les marmouches. Ils ont quand même les atouts individuels. Les Mohamed Salah, maintenant il va falloir trouver l'osmose collective pour faire front face à cette équipe de Belgique amenée par un certain Romelu Lukaku et puis tous les autres. On verra. Même ma foi, je pense que c'est un match équilibré à tous égards et l'Égypte pourra, pourquoi pas créer la surprise. Et toujours dans ce groupe G, et l'Iran sera face à la Nouvelle-Zélande. Et pour revenir sur le groupe H, on a oublié ce match, l'Uruguay qui sera face à l'Arabie Saoudite. C'est la poule du Cap-Vert de l'Espagne. Bon, l'Uruguay, Arabie Saoudite, voilà, les Sud-Américains sont champions et sont favoris. Il n'y a rien à dire. C'est les meilleures nations du plus vieux âge de la compétition. Lorsqu'on parle de la Coupe du Monde dans les années 1930 et autres, c'est les nations qui étaient régulières. Le Mexique, l'Uruguay, le Brésil, l'Argentine. Les équipes de l'Amérique du Sud. Voilà, les équipes de l'Amérique du Sud. Et donc, c'est vrai, on a vu le Paraguay bouffer sa feuille de match lors du premier match. L'Uruguay, en tout cas, va arriver. On a vu le Brésil qui a eu des difficultés face au Maroc. On n'a pas encore vu l'Allemagne, et pas l'Allemagne, l'Argentine jouer. Mais on se dit que l'Uruguay, quand même, on parle de l'Arabie Saoudite. Mais n'oubliez pas que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est dans une nouvelle dimension avec la Saudi Pro League. Tout a été révolutionné au niveau donc de l'Arabie Saoudite, le championnat relevé qui aujourd'hui a un niveau. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mondial des clubs. On a vu le club comme Al Hilal d'Arabie Saoudite battre des équipes européennes. Donc
je crois que l'Arabie Saoudite est dans cette dynamique aujourd'hui avec des joueurs qui ont côtoyé les gros noms, les Karim Benzema, les Oussama Aouar, les Cristiano Ronaldo, les Sadio Mané. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite dans une nouvelle dimension qui va jouer cette Coupe du Monde, même si l'Uruguay sera, quoi qu'on dise, attention, surprise. L'Arabie Saoudite sait battre les grands, a battu l'Argentine en 2022, donc attention aux surprises. Voilà, on va parler du dernier match, ce sera donc ce mardi à 17h, la France qui sera face au Sénégal, le match le plus attendu par le continent africain, France-Sénégal du groupe I, ce sera donc à New York. Oui, à quelques exceptions près, c'est l'Afrique qui jouera contre l'Afrique. Voilà, l'équipe africaine de France va jouer contre l'équipe africaine du Sénégal. Oui. Et je crois véritablement que c'est un match compliqué pour la France. Parce que là, il y a la pour la France? Oui, il y a la psychose, il n'y a rien à dire. Il y a la psychose de 2002 qui traîne toujours. Oui. Voilà, c'est un match compliqué pour la France. Parce que la France, d'ailleurs, a perdu contre la Côte d'Ivoire en match préparatoire. Oui. Et ça aussi, ça vient rajouter à la psychose de 2002. Et oui, l'équilibre au niveau de ce que va proposer Didier Deschamps, lorsqu'on veut mettre les 4 fantastiques devant, vous mettez Doué, vous mettez Kylian Mbappé, vous mettez Olysée, vous mettez Dembélé. Oui. Les 4 fantastiques, d'accord. Mais l'équilibre entre l'attaque et la défense doit être assuré par 2 joueurs. C'est-à-dire Rabiot et puis Tchouaméni. En réalité, s'ils arrivent à assumer, la France va s'en sortir. Mais si ces 2-là n'arrivent pas à assumer, ne me demandez pas de voir Dembélé revenir défendre. Mbappé revenir défendre. Olysée, le seul qui pourra revenir défendre, c'est Doué. Donc, c'est ce. Il n'y a rien à dire en fait. Et là également, il y a Ryan Cherki. Hein? Oui, mais moi je parle. Non, mais vous voyez Cherki revenir défendre aussi, c'est aussi l'autre problème en réalité. Donc, pour l'équipe, alors que Deschamps aujourd'hui a du mal sur ces 4-là, il va mettre qui sur le banc? Jouer dans quel schéma d'ailleurs? Donc, il y a des statuts à respecter. Mbappé, même sur un orteil, il va jouer. D'accord? Lorsque vous prenez Dembélé, c'est le ballon d'or en réalité. Champion d'Europe. Il ne peut jamais débuter sur le banc. Je n'ai pas dit jamais. Mais c'est compliqué. C'est votre ballon d'or. C'est votre champion d'Europe. C'est difficile de mettre un joueur comme ça, qui est d'ailleurs en course encore pour le ballon d'or. Désiré Doué, il mérite de débuter ce match-là. Voilà pourquoi lui, il est là. C'est parce qu'il mérite de débuter ce match-là. Olysée mérite de débuter ce match-là. Mais Mbappé, par rapport à ses dernières performances, en réalité, ne mérite pas de démarrer ce match. Là, mais il a un statut. Mais il a un statut. Oui, bien sûr. C'est champion du monde 2018, vice-champion du monde 2022, avec un triplé. Meilleur buteur de la Ligue européenne des champions, meilleur buteur de la Liga espagnole. Vous avez quel argument pour le mettre sur le banc? Dembélé, je l'ai déjà dit, c'est le ballon d'or. Donc, c'est cela quoi. Ils doivent jouer. Mais pour l'équilibre, il y a 2 qui doivent assurer l'équilibre. La défense, elle sera là. Et ou pas Mécano, Saliba et Rabiot peuvent assurer. Mais c'est ce que je suis en train de dire. En réalité, oui. Mais ça dépendra du répondant. Le Sénégal est une équipe complète à tous les niveaux. Même si, oui, on sait que Kalidou Koulibaly est revenu, mais il n'est pas aussi au meilleur de sa forme. Il est revenu blessé, il est revenu, il n'est pas au meilleur de sa forme. Peut-être que ça peut jouer à ce niveau. Donc moi je dis, psychologiquement, la France sera en doute, tellement en doute que le Sénégal, un match nul serait déjà bien pour le Sénégal, alors que la France est obligée de gagner. Puisqu'il y a la Norvège et l'Irak dans je crois que c'est un match que tout le monde attend.
Et c'est déjà même la finale avant l'heure. Voilà, merci beaucoup Latif Yoroma de passer dans cette émission. C'est moi. Voilà, on remercie donc la réalisation assumée par Marius Somoko et Vicencia Folie Bébé. Je suis Michel Djamessi. Mesdames et messieurs, bon début de semaine à toutes et à tous.